3 jours durant du 13 au 15 décembre dernier, une cinquantaine de chefs d'État africains, dont le président Patrice Talon, étaient les invités de Joe Biden, le président américain. Une invitation qui entre dans le cadre du sommet USA-Afrique, le deuxième du genre, un sommet qui intervient dans un contexte où la Chine et la Russie confortent de jour en jour leur présence et surtout influence sur le continent. D'où la question de ce matin. Sommet USA-Afrique, Biden à l'assaut de la Chine et de la Russie. Pour y répondre, donc, deux invités, deux habitués de ce plateau, consultants et analystes géopolitiques, Hamzat Abdoulaye et Olivier Michel de Campos. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. La tenue d'un premier sommet de ce genre remonte à 2014 sous Obama. 8 ans après, Biden et son administration rééditent donc l'exploit, pour le dire ainsi. Commençons par la question, messieurs, du pourquoi. Quel est dans l'absolu, mais vraiment là dans l'absolu, l'intérêt de ce genre de rencontre? Hamzat? Alors, ce sommet n'est pas le tout premier parce que, comme vous l'avez dit, en 2014, il y avait déjà un sommet similaire avec le président Obama. Et la finalité, c'est que avec le temps, le régime Obama est parti pour être remplacé par Donald Trump, qui n'avait pas trouvé un très grand intérêt à travers le continent africain. Mais aujourd'hui, les cartes ont changé, déjà parce que l'administration Trump n'est plus au pouvoir. Et cette fois-ci, c'est les démocrates qui ont pris le contrôle. Et derrière tout cela aussi, les règles des relations internationales sont plus ou moins en train de s'inverser. C'est-à-dire, on est depuis 2020 face à deux crises majeures. La crise sanitaire avec le coronavirus et ensuite la crise liée à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Donc ces deux crises cumulées sont en train de changer diamétralement les relations internationales, notamment l'implication de l'Afrique au sein des relations internationales. Et là, quand on parle de l'Afrique, aujourd'hui, c'est devenu un enjeu stratégique. Ce n'est plus le continent qui tendait la main, ce n'est plus le continent qui criait famine et qui criait à l'aide pour à chaque fois recevoir des dollars ou des euros en monnaie d'échange. Aujourd'hui, ça a changé dans la mesure où l'Afrique est devenue un enjeu où la Chine, la Russie, qui sont aussi des puissances économiques considérables aujourd'hui en 2022, et les autres puissances occidentales se disputent l'Afrique. Donc, l'Afrique est dotée de ressources, ça tout le monde le sait, mais l'Afrique aussi, en termes de croissance économique, malgré qu'il y ait ces deux crises, malgré que le monde traverse ces deux crises et fait en sorte que ces crises font en sorte qu'il y a une inflation galopante dans les pays occidentaux et même au sein des puissances comme les États-Unis, la France et j'en passe, eh bien, l'Afrique s'en tire très bien. Donc, ces puissances ont trouvé que c'est le moment certainement de redistribuer les jeux des échanges internationaux avec le continent africain. Mais pour ce faire, est-ce qu'il faut laisser la Russie, qui a pris d'ailleurs des proportions considérables, quand on prend l'exemple de la RCA, quand on prend l'exemple du Mali et peut-être du Burkina Faso, eh bien, on se rend compte que l'Afrique est en train de changer sa capacité ou sa façon de négocier avec les autres. Autrefois, le partenaire privilégié de l'Afrique, c'était bien entendu les Occidentaux, c'était bien entendu les États-Unis. Mais aujourd'hui, l'Afrique est en train de se muer et a compris que les règles peuvent se diversifier. D'où sa main tendue à la Chine. Et économiquement, on voit que la Chine s'investit de plus en plus en Afrique. Sur le continent. Et sur le plan sécuritaire, l'expérience a montré aux Africains que la relation avec les Occidentaux ne les a pas si tant aidés à sortir du bourbier qu'est l'insécurité. Donc, tendre la main à la Russie se relève ou se révèle comme étant plus avantageux peut-être. Pas seulement plus avantageux, mais se révèle comme étant une opportunité de plus pour sortir. Et vu sous cet angle, eh bien, les États-Unis se sont dit, eh bien, nous sommes en train de perdre du terrain en Afrique.
Et je pense que ce sommet initié par Joe Biden, c'était déjà dans les petits papiers depuis son élection, mais c'est pour lui une façon de pouvoir s'immiscer de plus dans le jeu international. C'est une façon pour lui de pouvoir redistribuer les cartes, surtout liées à l'Afrique. Et enfin, c'est aussi une façon pour lui d'avoir la cote, parce que d'une façon ou d'une autre, l'Afrique a longtemps été considérée comme ce continent, surtout par les Américains, qu'il fallait surtout pas mettre comme priorité, parce que l'Américain a toujours pensé Amérique, a toujours pensé intérêt américain, American First, ça a toujours été le cas, mais aujourd'hui c'est en train de changer. Donc Joe Biden a inversé la tendance et espérons que ça ne soit pas que de vaines promesses lors de ce sommet, parce qu'on sait qu'en 2014, Obama avait fait de grandes promesses, mais finalement, sans grand résultat. Et c'est la grande crainte des États africains par rapport à ce genre de choses. Au sortir, en tout cas, de ce sommet, c'est, oui, la plus grande crainte, forcément, on y reviendra très certainement. Monsieur Olivier Michel de Compos, oui, alors l'intérêt dans l'absolu de ce genre de rencontre, votre vis-à-vis, Hamzat Abdoulaye nous en parlait, vu du point de vue, permettez que je dise la chose ainsi, des États-Unis, et si on voyait à présent cela de l'angle de vue de l'Afrique, quel est l'intérêt pour l'Afrique au travers de ce genre de sommet, dans l'absolu? Alors déjà, mon confrère a déjà planté le décor, comme on dit. Alors, l'intérêt de ce genre de rencontre pour l'Afrique, puisque c'est de ça que vous parlez, je dirais déjà l'intérêt en général, que ce soit pour l'Afrique ou pour les États-Unis, dépend de là où l'on se situe. Déjà, l'intérêt pour qui, de la position d'où l'on se place pour observer ce phénomène-là. Alors, lorsqu'on aborde la question de l'intérêt ou même de l'opportunité, puisque la question de l'intérêt vient avec celle de l'opportunité, alors de cette rencontre-là, déjà, on remarquera que, comme l'a déjà dit mon confrère, l'initiative de cette rencontre est américaine. Américaine, donc c'est les États-Unis qui ont souhaité réunir les pays africains pour un tel sommet. Alors, en même temps, lorsque l'on pose le débat ainsi, on peut déjà y voir un premier intérêt pour l'Afrique, qui est que elle suscite justement l'attention des États-Unis, comme elle suscite également l'attention de bien d'autres pays, d'autres puissances. Et vous n'aurez pas donc manqué d'observer que les sommets se multiplient, Russie-Afrique, Chine-Afrique, Turquie-Afrique, Union européenne-Afrique, et j'en passe. Donc, c'est pour dire que l'Afrique suscite indéniablement un intérêt. Et les États-Unis, l'ayant compris, comme déjà en 2014 sous Obama, ont voulu réitérer cet événement-là pour rasseoir, si on peut le dire ainsi, les bases donc, du partenariat, de la coopération entre les deux pays, en tout cas pas entre deux pays, mais entre les États-Unis et les nations, les pays africains. Alors, l'intérêt pour l'Afrique également à ce niveau-là, c'est de pouvoir bénéficier, en quelque sorte, de pouvoir bénéficier de tout ce que les États-Unis pourraient offrir en termes de nouvelles donnes sur le plan du partenariat. Et vous observerez quand même qu'en août 2022, les États-Unis ont publié un document dans lequel ils relèvent donc les nouveaux paramètres, les nouveaux termes de la collaboration, de la coopération avec l'Afrique. Le premier étant les sociétés plus ouvertes, la bonne gouvernance. Le second plan étant la démocratie et la sécurité. Et vous voyez très bien le lien entre ces deux notions-là. Et le troisième, la reprise économique avec la fin de la pandémie de Covid-19. Et pour terminer, sur la lutte contre tout ce qui est changement climatique, donc la défense de l'environnement et les questions de transition écologique. Donc vous voyez un peu le décor est planté à partir de cet instant-là sur les bases, c'est-à-dire les différents axes prioritaires de la coopération dont pourraient bénéficier les États africains avec les États-Unis. Maintenant, la question c'est de savoir comment va se matérialiser toute cette assistance-là des États-Unis, en tout cas tout ce partenariat-là des États-Unis envers les pays africains, parce que vous observez que les États africains, comme d'habitude, ils sont allés en rang dispersé.
Et malheureusement, n'ayant pas de diplomatie unique, d'objectif unique, même s'il y a des documents qui tendent à le dire, on n'a toujours pas vraiment une vision, cette vision unique, globale, qui puisse se confronter, nonobstant tous les mécanismes, l'existence de... Voilà, oui. Il manque toujours, parce que lorsque vous n'avez pas une politique étrangère globale, une diplomatie globale, quelles que soient les initiatives que vous prenez, quels que soient les mécanismes que vous mettez en place, il y a toujours quelque chose qui manque par rapport à ce genre d'initiative-là. Parce que lorsque vous parlez d'une seule voix, c'est différent que lorsque chacun s'exprime, il va de ses propres intérêts. Et là se pose justement le problème de savoir comment l'Afrique peut bénéficier maintenant de tous les avantages que pourrait offrir ce nouveau partenariat que les États-Unis sont en train de proposer. D'accord. 3 sujets, vous avez semblé les citer très rapidement. Olivier Michel de Campos était en tout cas à l'ordre du jour, la sécurité alimentaire, les changements climatiques et évidemment les enjeux donc, de démocratie et de bonne gouvernance. Qu'est-ce qu'il faut en retenir concrètement, Hamzat? Alors, c'est 3 grandes lignes, grandes lignes à l'ère du 21e siècle qui sont prioritaires, primordiales pour l'Afrique. On sait que l'Afrique subit une insécurité alimentaire depuis plusieurs décennies et que les différentes aides ne nous ont pas aidés tant que ça. Donc, est-ce que véritablement se concentrer sur les aides liées à la sortie de l'insécurité alimentaire sont vraiment un motif suffisant pour se dire oui, on va y arriver dans quelques années? J'en doute fortement, mais à côté de ces chefs d'État qui étaient à ce sommet, je pense que la vision est peut-être tout autre parce que voir la main tendue des États-Unis, ça signifie beaucoup. Et quant à la question de l'insécurité dans lequel vit généralement l'Afrique sahélienne et subsaharienne, je pense que l'Afrique a besoin de beaucoup plus d'investissements, de beaucoup plus d'aide. Je peux parler d'aide financière, je peux parler d'aide aussi militaire et d'armement aussi. Quand je parle de l'insécurité dans la zone subsaharienne, qui est gangrénée dernièrement par le terrorisme, par le djihadisme et j'en passe. Quant à la question du changement climatique, on sait que l'Afrique, dans le poids de ce que cause ce dérèglement climatique, l'Afrique n'est qu'investie ou impliquée qu'à hauteur de 4% en réalité des émissions de gaz à effet de serre. Disons que l'Afrique subit plus qu'elle... Voilà, la réalité c'est que l'Afrique subit plus qu'elle ne crée de problèmes climatiques. Donc, c'est logique pour les États-Unis et pour les autres États quand même d'aider l'Afrique dans ce sens surtout afin que l'Afrique puisse mieux juguler les conséquences de ce drame climatique qu'on ne peut pas mesurer, qu'on ne peut pas forcément contrôler. Mais quels seront les mécanismes qui seront mis en place? Est-ce que ça va être simplement une aide financière? Est-ce que ça va être la construction d'infrastructures? Est-ce que ça va être une façon aussi d'empêcher l'industrialisation de l'Afrique? Parce qu'on sait que le continent est en train d'émerger et de penser à son industrialisation. Mais vu qu'il y a le contexte climatique, est-ce qu'ils ne vont pas compenser avec une aide financière et empêcher l'industrialisation de l'Afrique? Ce qui serait quand même dramatique aussi, parce qu'on a dit qu'il n'y a pas de développement sans réel, exactement, sans industrialisation. Et le dernier volet aussi que vous avez évoqué concerne les enjeux de bonne gouvernance, et de démocratie. Et c'est là le nœud. Est-ce que les États-Unis ne confondent pas parfois la politique à la socialisation de l'Afrique? C'est-à-dire? Je vais m'expliquer. Pendant très longtemps, les États-Unis ont toujours mis en avant la politique avant de mettre véritablement l'aide à disposition. Et la preuve est qu'il y a eu 4 États qui ont été exclus de ce sommet. On a le Mali, on a le Burkina Faso, on a la Guinée et on a le Soudan aussi. Et dans ce contexte, on a mis la politique en avant pour exclure ces États, juste parce que ces États seraient des États instables et les gouvernants de ces États ne sont pas des gouvernants légitimes, en griffe par les États-Unis.
Alors, sous ce schéma, est-ce qu'on ne pénalise pas le peuple, c'est-à-dire le social, au détriment du politique? Parce qu'on se rend compte que cette façon aussi de faire est à géométrie variable. Quand je prends le Tchad qui est invité, alors qu'on va dire que c'est quasiment la même chose, est-ce que ce n'est pas un deux poids, deux mesures qui se confirment? Donc, l'aide des États-Unis, l'aide des Occidentaux est conditionnée et paramétrée par une, je vais dire, réelle politique en griffe qui ne dit pas son nom. Et de l'autre côté, quand on voit des États comme la Chine, comme la Russie, qui ne veulent même pas, qui ne demandent même pas de compte politique à ces États africains, mais préfèrent vraiment s'investir économiquement, préfèrent vraiment investir des fonds dans ces États pour des résultats factuels, eh bien on se dit, est-ce que cette façon de faire avec ces États occidentaux, en incluant bien entendu les États-Unis, ne pénalise pas les Africains, et est-ce qu'on n'est pas peut-être arrivé au terme de nos relations internationales? C'est une manière de dire qu'on ne peut faire le bonheur de personne sans sa volonté. Absolument pas. J'aime d'ailleurs rappeler ce proverbe Bambara qui dit on ne peut pas raser quelqu'un en son absence. Ce n'est pas possible. Et si on ne prend pas en compte ce genre de considération, je crois que l'Afrique va, ou plutôt les Occidentaux vont perdre l'Afrique, et l'Afrique va préférer se retrouver dans des girons chinois ou encore russes pour accélérer son développement. Olivier Michel de Compos, Hamzat Abdoulaye à l'instant faisait cas donc de l'absence de certains pays à ce sommet, comme le Burkina Faso, comme le Mali, la Guinée ou encore le Soudan, qui n'ont tout simplement pas été invités. Quelle analyse en faites-vous? L'analyse... On ouvre l'antenne dans, disons, 5 minutes. L'analyse la plus logique qu'on puisse en faire, et celle que les États-Unis d'ailleurs ont soulevée, c'est qu'elles n'ont fait que suivre la position officielle de l'Union africaine, qui justement ne reconnaît pas les gouvernements issus de ces États-là. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, on ne peut pas faire autre procès aux États-Unis sur ce plan-là, puisque le Tchad est un cas spécial, et donc ils n'ont fait que ce qu'a fait l'Union africaine. Mais l'autre question, c'est... Il y a la question de la Guinée, je pense, équatoriale, si je ne m'abuse, avec la réélection du président. Sixième mandat, une réélection justement décriée même par les États-Unis, pourtant il a été invité. Tout à fait. Et bien d'autres sur le continent. Ce que je voulais dire, c'est que, vous savez, c'est celui qui aide, c'est celui qui veut aider, qui fixe les conditions. Qui fixe les conditions auxquelles... Il y a un adage en fond qui dit, si je peux le traduire en français, c'est celui qui détient la farine de maïs, propriétaire de la pâte. Tout à fait. Donc, c'est celui qui veut aider, en tout cas, qui veut apporter quelque chose, qui fixe les conditions, également qui fixe à qui il veut apporter cette aide-là et sous quelles conditions. Donc, à partir de cet instant-là, il serait complètement peine perdue, de chercher à faire ce procès-là, savoir qui a été invité, qui n'a pas été invité, et pourquoi n'a pas été invité, et pourquoi telle personne n'aurait été invitée. Donc, là, tout ce qu'on est en train de dire, une question au-delà des questions politiques, des questions économiques, c'est plutôt de la géopolitique, de la géostratégie. Les États-Unis sont là dans une mission de reprise en main de quelque chose qui semble être en train de leur échapper. Donc il faut qu'ils reviennent, il faut qu'ils regagnent du terrain. Et quand vous observez un peu la présence des États-Unis sur le terrain africain, elle n'a pas été toujours constante. C'est au gré des dirigeants, finalement, c'est ça? Non pas que des dirigeants, mais au gré de l'architecture, je veux dire, des événements géopolitiques de l'époque qui font, vous savez, depuis les années 60, avec les indépendances d'abord, vous avez vu tout l'activisme qui était sur les États-Unis pour aider dans les indépendances. Mais en même temps, vous avez vu ce qui s'est passé
juste après avec le conflit Est-Ouest, où on a mis de côté un peu les questions de démocratie, de développement et tout, pour soutenir plutôt la cause qui était celle d'empêcher l'Union soviétique de gagner du terrain. Et juste après la fin du conflit Est-Ouest, on est revenu avec une sorte d'intérêt un peu limité, parce que vous savez, les États-Unis ont toujours voulu, en tout cas sur le terrain africain et plus précisément le terrain subsaharien, rester un peu derrière le rideau, laissant la primauté à la France ou à la Grande-Bretagne de gérer les questions africaines, puisque elles sont un peu plus à même de le faire, étant les anciennes puissances colonisatrices donc de ces pays-là. Donc, vous observerez que on a un regain, ça c'est manifeste, c'est évident, un regain géostratégique depuis les événements de 2001, avec la vague terroriste et tous les enjeux sécuritaires qui ont suivi. On a donc un regain géostratégique des États-Unis pour l'Afrique résolument. Aujourd'hui, ce regain géostratégique est en train de devenir géoéconomique également, avec la présence d'autres partenaires tels que la Chine, la Turquie, l'Inde, la Russie et j'en passe, donc qui sont là. Et donc les États-Unis sentent que c'est le moment de pouvoir reprendre donc ce terrain, en tout cas essayer de récupérer voilà, ce qui peut l'être, quitte à ne pas être laissé sur le carreau. Sur le carreau. Le président Biden, précisons-le, c'est au cours de ce sommet, fait aussi le porte-voix finalement du continent, déjà favorable à une place au Conseil de sécurité pour l'Afrique. Il a également fait part de sa volonté de voir le continent formellement représenté donc au sein du G20. Tout à fait. Analyse? Alors, c'est une grosse promesse. Oui, on ouvre l'antenne juste après. J'espère que ça ne va pas rester qu'une promesse. Qu'une simple promesse. Parce que intégrer l'Afrique au G20, déjà dans le giron très fermé du Conseil de sécurité qui date des années 45, eh bien, ça va être c'est à l'horizon 2030. 30 et quelques, je pense. Dans tous les sens. Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver parce que intégrer ce giron très fermé, ça risque d'être très compliqué. Je pense que... En tout cas, il y est favorable. Après, lui, il y est favorable. Mais vous allez constater que dans la réception de ce message, les Africains n'ont pas du tout été euphoriques. Ils n'ont pas du tout... ils ne se sont du tout pas mis dans la tête que oui, ça pouvait se faire. Parce qu'on est habitué à ce genre de promesses. Et on sait que ce type de promesse, c'est quand même énorme. Intégrer le G5, ça va être en tant que quoi? En tant qu'État africain ou en tant qu'Union africaine? Union africaine, certainement. Et bien sûr, il a précisé que l'intégration du G20 sera l'Union africaine au sein du G20. Ça, c'est encore plus plausible. Mais est-ce que ce n'est pas une façon aussi de fragmenter le continent? Parce que intégrer l'Union africaine, on sait que l'Union africaine ne représente pas les valeurs du continent. On le sait parce que on a vu la gestion des crises, des différentes crises. Enfin, vous le savez. Non, je parle sur le principe des analyses. C'est-à-dire, quand on prend l'Union africaine dans sa gestion des crises, c'est pas si loin de ce qu'on dénonçait des institutions multilatérales qui ont échoué. C'est-à-dire, l'Union africaine ne prend pas en considération les réalités sociales, les réalités culturelles, les réalités économiques et voire même politiques des nations. Donc l'Union africaine qui a quelque part les coudes liés parce qu'on sait que son financement n'est pas autonome, n'est pas propre, son financement vient à 80% d'ailleurs. Et ça se comprend. Donc intégrer l'Union africaine, c'est-à-dire l'Union en tant que structure, en tant qu'institution, comme membre du G20, je pense que c'est discutable, c'est vraiment discutable. Et on a des États quand même qui peuvent représenter l'Afrique économiquement, politiquement, idéologiquement. Il y a des États qui peuvent le faire. Et de l'autre côté, intégrer le G5, je pense intégrer le Conseil de sécurité permanent, c'est une utopie. Ne nous l'aurons pas la face. Ça va être une façon de redistribuer ou de recasser complètement le système onusien, ce qui va être très difficile avec le veto chinois, le veto russe, qui à chaque fois peuvent intervenir à tout moment pour l'interdire. Par contre, est-ce que ce n'est pas une façon aussi d'exclure la Russie du jeu international? Est-ce que les États-Unis, en ce moment, vu qu'ils sont dans l'impasse, puisque la Russie est en train de s'affirmer, de s'afficher dans le cycle international, eh bien, est-ce que Joe Biden, dans sa tête, ne veut pas exclure la Russie? Parce qu'on sait,
que la redistribution des cartes au sein du Conseil de sécurité est souvent précédée d'un grand conflit, est souvent précédée d'une grande guerre. On l'a vu avec la SDN à la fin de la Première Guerre mondiale. La configuration du jeu des puissances n'était pas pareille. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en 1945, la redistribution aussi de la puissance et du jeu international n'était plus pareille. On a vu l'intégration d'un État comme la Chine, ensuite d'une Russie. Oui. Donc là, nous sommes au carrefour. On a traversé la crise du coronavirus et je le disais tantôt, les Africains ont quand même bien ou mieux résisté. Ensuite, on sort aussi, on n'est pas encore sorti de la guerre russo-ukrainienne. Mais face à tous ces enjeux, les États africains quand même réussissent quand même à mieux s'en sortir que beaucoup d'autres États. Donc, c'est une grande crise. C'est de grandes crises qu'on a traversées depuis 2020. Est-ce que ce n'est pas une façon aussi d'exclure la Russie du jeu international et d'intégrer à la place l'Afrique? Mais ne soyons pas dupes. Ces promesses ne servent à rien. L'Afrique a plus besoin du concret, évidemment. L'Afrique a plus besoin du concret. C'est le 96, 76, 68, 68, chers amis. Ce qu'il y a de concret à faire maintenant. Donc, numéro à composer, c'est le 96, 76, 68, 68 pour venir. Eh bien, interagir avec nous, contribuer à ce plateau d'échange, nous dire ce que vous pensez de ce sommet USA-Afrique. La question qu'on se pose évidemment, Biden à l'assaut de la Chine et de la Russie, je pense qu'en plateau, mais deux invités s'accordent pour répondre par l'affirmative. Olivier Michel de Campos, oui, sur la question donc de la promesse, ou en tout cas de la volonté du président Biden de voir l'Afrique représentée au sein du G20 et à l'horizon, je pense, 2063, si je ne m'abuse, l'Afrique donc présent au sein du Conseil de sécurité. Non, vous savez, ce que moi j'en tire comme enseignement, c'est déjà que ça dénote l'intérêt donc une fois de plus que les États-Unis sont en train de porter à l'Afrique au point d'aller faire une telle promesse. C'est vrai que ce sont des bruits de couloir, ce sont des choses qui se disent tout bas, qui se murmurent. Je pense que ça fait partie des rares fois que l'on le met aussi directement sur la table, sur la place publique, et qu'on le dit aussi ouvertement, en plus de la part du président des États-Unis. Donc je pense que cela montre un peu tout l'intérêt, en tout cas tout l'enjeu que représente l'Afrique. Et donc lorsque le président américain en tout cas annonce ou est favorable au fait, par exemple, que l'Afrique, en tant qu'Union africaine, intègre un groupe tel que le G20, c'est tout simplement pour reconnaître la force économique d'un tel ensemble. Et vous voyez aujourd'hui avec la zone de libre-échange continentale, qui est, je pense, la plus vaste zone de libre-échange au monde. Permettez qu'on reçoive un tout premier intervenant au 96. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour, ici c'est M. Nestor Rouvoïkon. Monsieur Nestor Rouvoïkon, d'accord. Vous nous appelez d'où? J'appelle depuis Atropokodji-Godomin. Atropokodji-Godomin. On vous écoute, cher ami. Ok, en fait, je salue tout le plateau. Pour le plateau? Les téléspectateurs. Tous vous saluent. Ok, je voulais rapidement dire quelque chose. La politique de Biden est le prolongement de la politique d'Obama. Donc, vous l'avez rappelé tout à l'heure sur le plateau de l'histoire de 2014, ça n'a rien donné. C'est pratiquement la même chose. Les États-Unis l'ont rappelé maintenant parce qu'ils ont constaté qu'au niveau international, d'autres viennent au sommet. C'est pour ça qu'ils sont là. D'accord. Donc, ça n'a jamais bougé. Allez au fond de ce que vous me comprenez. Oui, on vous écoute parfaitement. Voilà. Donc, il y a quelque chose que l'Afrique n'a pas compris. D'abord, on a c'est le fait qu'on y va toujours en bloc. Ok. Ça, c'est notre force. Il va falloir qu'au fond de l'Afrique même, on travaille à dire au monde ce que nous voulons. Voilà. Sinon, les gens ne vont pas nous considérer. D'accord. Ensemble, nous constituons une force. D'accord. Maintenant, pour finir, vous avez parlé pour finir, bien sûr, vous avez parlé de l'autonomie de l'Union africaine. Oui. 80% financé par d'autres puissances. Oui.
Non, il y a rien là. Il n'y a pas d'Union africaine. Merci beaucoup. Merci pour la contribution. Monsieur Nestor Ovoekbo, qui nous appelait de Atropocodi à Godomè. Oui, réaction peut-être par rapport à son intervention ou Oui, le point que je voulais relever, c'est déjà celui de l'intérêt. De l'intérêt de ce sommet pour les États-Unis. C'est clair, c'est net. Il ne faut pas être naïf ni dupe de penser que ce n'est que pour les Africains. Pour satisfaire les Africains. C'est d'abord pour satisfaire les intérêts américains. Ça, c'est clair, ça, c'est net. Et quand on rappelait l'expérience de 2014, et entre-temps, l'expérience, en tout cas le silence radio sous la présidence Trump. Et tout à l'heure, justement, je profite pour aborder ce point. Mon confrère semblait fustiger ce fait-là. Mais moi, je suis totalement d'un avis contraire. J'entends beaucoup de personnes dire que l'Afrique a été méprisée sous la présidence Trump et puis tout, et j'en passe. Mais vous savez, le président Trump a fait ce que tout bon dirigeant doit faire lorsqu'il est élu. Il a été élu sur la base d'un programme. American First, les Américains d'abord. Et il n'a pas caché son projet de société du début jusqu'à la fin. Il n'a fait que faire ce que ses citoyens, ses concitoyens lui ont demandé de faire. Et je pense que les États africains devraient prendre l'exemple sur ce genre d'initiative-là pour faire ce que les peuples qui les ont élus leur demandent de faire. Et donc, par rapport à cela, j'en profite pour dire que les États-Unis d'Amérique ne se sont pas portés plus mal en faisant une politique pareille que maintenant. Donc, même si sur le continent, on peut dire qu'ils ont perdu des plus. Ils ont perdu. De toute façon, ça a permis. Ce sommet ne se justifiera peut-être pas. De toute façon, ça a permis aux Africains justement de prendre d'autres initiatives, de regarder ailleurs et de prendre des responsabilités qui sont les leurs. Et je ne pense pas que les États-Unis ont perdu autant que cela à cause de cette politique Trump. D'accord. Sur la comparaison qui est faite par rapport au sommet de 2014, et aux promesses non tenues. Cette fois-ci, il y a quand même la nomination d'un ambassadeur. Oui, d'un ambassadeur pour quand même suivre sur la durée. Oui. Donc il y a matière peut-être à espérer que les choses se passent autrement cette fois-ci. Bon, l'appellation ambassadeur fait peut-être cas je vais dire, de nouveautés, mais il y a toujours quelqu'un pour superviser ce genre de choses, pour superviser les promesses après un sommet, pour superviser. Ça a toujours été le cas. En 2014 aussi, il y a eu celui qui couvrait en tout cas les initiatives. Mais écoutez, le système états-unien, c'est un système complexe. On aura beau avoir, ils auront beau nommer un ambassadeur, ils auront beau peut-être signer des papiers pour légitimer ces accords ou ces promesses. Mais il faudrait toujours passer par la case du Parlement. Et c'est là-bas que tout se joue. Bonjour, bienvenue au tout dernier intervenant peut-être de ce jour. Monsieur Anissé Michel. Oui, c'est Anissé Michel. Salut. Salut. De Lokossa, on vous écoute. Oui, de Lokossa. Je vous salue beaucoup. On vous salue également. Et je vous salue tout le monde à la télé. D'accord. On vous écoute. Pour vous supporter. Ah d'accord, ça fait plaisir. Merci beaucoup, monsieur Anissé Michel. Bonne suite de journée à vous. Salut à tout Lokossa. Donc oui, un ambassadeur, mais ce n'est pas une fin en soi finalement pour vous. Non, c'est pas une fin en soi. C'est pas un élément qui doit peut-être nous dire oui, ça sera mieux qu'en 2014. Et comme l'a dit l'auditeur ou le téléspectateur qui a appelé tout à l'heure, la politique de Joe Biden est une sorte de queue de comète de la politique d'Obama. Mais pas que ça, parce que c'est réel. Mon confrère disait tout à l'heure que le fait que la politique de Trump soit une politique isolationnaliste a permis à l'Afrique quand même de pouvoir toucher d'autres portes, de pouvoir frapper à d'autres portes. Mais frapper à d'autres portes, c'est très bien. Mais matérialiser ces opportunités est encore mieux. Si c'était matérialisé, je ne vois pas pourquoi ces États africains, ces chefs d'État allaient courir pour aller à ce type de sommet. On parle de l'insécurité alimentaire, par exemple. Et
tenez-vous tranquille. L'insécurité alimentaire... En 30 secondes, puisque là, on est sur la fin. L'insécurité alimentaire se discute lors d'un dîner de gala, offert par Nancy Pelosi. Vous voyez un peu, ça a toujours été ça, le cas dans les sommets. On parle de l'insécurité alimentaire autour d'un dîner. Vous aurez peut-être souhaité qu'on le fasse, en matérialisant dans le désert, pas forcément désert. Par contre, sans rien à manger ou à boire. Par contre, et je prends peut-être le compte de ce que j'ai à dire, c'est que ce sommet a quand même une note positive. Quand je prends l'exemple du Bénin, on finit là-dessus. Je finirai là-dessus. L'exemple du Bénin, on n'en a pas parlé, mais le Bénin a quand même montré qu'on peut aller au-delà de ce type de partenariats qui sont liés qu'au public. On peut intégrer l'aspect privé. Et l'aspect privé prend en compte la longue durée et l'investissement à longue durée qui est forcément plus bénéfique, non seulement à l'État, mais aussi aux populations. Donc, on pourrait travailler à intégrer dans un futur l'implication de ces sociétés privées pour faciliter le développement de l'Afrique. De l'Afrique, d'accord. En 30 secondes, Olivier Michel de Campos, mais vraiment en 30 secondes, on va répondre à la question qui fonde ce plateau d'échange. Sommet USA-Afrique, Biden à l'assaut de la Chine et de la Russie. Oui, d'abord, si vous permettez, je dirais, oui, en 30 secondes, je dirais que l'Afrique s'inscrit dans un cadre de diversification de ces partenariats. Et il y a des potentialités de part et d'autre, que ce soit du côté africain, du côté des États-Unis. Et les Africains n'allaient pas bouder donc une telle opportunité offerte par les États-Unis de venir au moins entendre ce qu'ils avaient à dire. Maintenant, sur ce qui est du thème à l'assaut de la Russie ou de la Chine, c'est évident. C'est évident qu'il y a des intérêts, il y a une véritable potentialité en Afrique que justement la Russie et la Chine ont découvert et dont ils voudraient bien profiter. Donc les États-Unis ne vont pas rester sur le bas-côté, les bras croisés à observer, puisque elles aussi elles ont des atouts à faire valoir. Et donc c'est dans ce cadre-là que s'inscrit ce sommet et dans le cadre global de la géopolitique internationale avec tout ce qui se passe aujourd'hui. On a compris aujourd'hui que l'Afrique compte et les votes à l'ONU, la dernière fois, ont montré le poids de l'Afrique sur l'échiquier de la politique internationale. Merci à vous, Olivier Michel de Campos. Merci à Hamzat Abdoulaye. Vous êtes tous deux consultants et analystes géopolitiques. On a abordé donc la question du sommet USA-Afrique, la question qu'on s'est posée. Biden à l'assaut de la Chine et de la Russie. Tous deux ont répondu par l'affirmative. À la maison aussi, je pense que c'est sûr, notamment l'ami Nestor Rovoy-Point qui nous a appelé de Godomain. Stop et fin de l'actu décalé de ce jour, stop et fin de Matin d'Éden de ce jour. Rendez-vous demain pour un numéro encore plus plaisant. À la présentation, Maury Aboua. Bonne suite de journée à chacun et à tous.